Salut tout le monde, aujourd'hui je suis chez un ami qui a plus de 5000 DVD ou quelque chose comme ça, ainsi que quelques séries. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un vidéo club, alors le voici, c'est parti. On va commencer par le cinéma français avec Jacques Audiard. C'est un bon film de prison, mais moi je trouve qu'on me l'avait assez survendu en fait. Et du coup voilà, il est pas mal, mais j'ai pas trouvé que c'était le chef-d'œuvre que tout le monde a vu quoi. Ouais. Alors, Coup de tête de Jean-Jacques Hano, écrit par Francis Weber. C'est un film sur le foot qui est très bien, très pertinent. C'est une critique acerbe de la société. En fait, c'est Patrick Devers, qui est formidable d'ailleurs dans le film, qui est accusé de viol alors qu'il l'a pas commis. Il se retrouve en prison et un jour le club de foot se rend à un match et a un accident. Du coup il leur manque plein de joueurs et donc ils font revenir Patrick Devers et Patrick Devers donc joue le match et il marque un but involontairement et du coup il est porté un héros, sauveur du club, etc. Et je trouve le sujet hyper intéressant sur un jour c'est un agresseur et voilà on le fout en prison. On s'en fout de lui, etc. C'est personne. Le lendemain, on a besoin de lui, on le fait revenir, il marque un but, et là, ça y est, c'est le héros, comme s'il avait fait la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Crawl d'Alexandre Aja. Alors moi, je suis pas du tout film d'horreur, mais celui-ci m'avait bien tenté, et c'est pas mal du tout. La fin est assez surprenante. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment pas mal. Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Thioret, qui est, je crois, le premier film que j'ai vu avec Mélanie Laurent. Et moi, Mélanie Laurent, c'est une actrice que j'aime énormément. Et c'est un très beau film sur les secrets de famille. On en revient encore aux secrets de famille. Je crois qu'en France on aime bien faire des trucs sur des secrets de famille. C'est sur Mélanie Laurent qui incarne un personnage qui cherche son frère jumeau. Quand elle revient de vacances, en fait il a disparu et elle cherche à savoir pourquoi. Et un jour elle commence à avoir des cartes postales de lui. Toute l'histoire voilà, va tourner autour de ça et de sa relation avec son frère. Et il y a un très joli twist à la fin. Et c'est un très beau film et Mélanie Laurent crève l'écran dedans. Moi, il m'appelle. Je me suis pas engueulée avec lui, moi. J'ai laissé je sais pas combien de messages, il rappelle pas, il répond pas, et maintenant sa messagerie est pleine. C'est un sujet que j'affectionne, la famille, ouais. Dans tes films, tu en parles pas mal. Tu t'inspires de ces films-là? Je sais pas si je m'inspire consciemment ou inconsciemment, mais ouais, j'en parle pas mal, ouais. Des secrets et de la famille, ouais, c'est un thème qui revient pas mal chez moi, ouais. Et parce que je trouve ça hyper intéressant, en fait. Je sais pas, la famille, parce que moi je suis très famille, et les secrets, parce que, je sais pas, il y a un truc avec les secrets où je trouve ça intéressant de voir jusqu'où tu vas pour te protéger quelqu'un d'autre, protéger un secret, et dans quel truc tu t'enfermes, dans quoi l'humain peut aller pour se protéger juste un secret, quoi. Et se laisser complètement dépasser ou se dire ah ok attention là en fait je suis allée trop loin et ça c'est ma limite et c'est tellement une infinie possibilité, je trouve ça génial quoi. Ah ouais. Tony en famille de Nathan Ambrosini. Alors ce mec je pense est un petit génie parce que c'est son deuxième film, je crois qu'il a 23 ou 24 ans et j'ai pas vu son premier et celui-là est absolument formidable. Ça parle d'une famille et je pense que ça peut parler à tout le monde et c'est beau, c'est tendre, c'est drôle. Il y a des sujets assez sérieux et assez graves d'aborder. Je trouve que pour un deuxième film et à cet âge-là, c'est mon film préféré de Rémi Besançon. C'est un super beau film et c'est des portraits de famille sur plusieurs moments clés de leur vie en fait. Et c'est beau, c'est tendre, c'est émouvant, le casting est formidable, ça c'est vraiment un film à pas louper ça. Alors tout le monde considère que c'est nul à chier, ça a très mal vieilli parce que ça a été fait avec vraiment 3 francs 6 sous à l'époque, mais c'est drôle, mais il y a plusieurs scènes qui me font mourir de rire. Il y a une scène où Anna Mouglalis pète un câble dans une voiture et c'est vraiment à mourir de rire. Je suis enfermée dans une voiture avec de vrais mafieux, mais c'est moi qui vais te tuer. Toi et toute ton équipe de films de merde. 15 ans que tu me pourris la vie. 15 ans. C'est complètement déjanté, c'est complètement délirant. Tout le monde cabotine et tout. Il y a juste la fin où c'est un peu moins bon. Mais ça, c'est vraiment... c'est un peu comme Diconnect, c'est un délire complet, mais c'est très très drôle ça. 3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff, qui est là, par contre là c'est un vrai thriller vraiment assez glaçant, avec une atmosphère assez pesante. C'est sur le poids des secrets et c'est vraiment très bien fait, c'est adapté d'un roman de Pierre Lemaitre. Et c'est vraiment très bon, c'est très intéressant sur ce personnage qui fait quelque chose et qui va se retrouver enfermé, qui va plus pouvoir s'échapper de son mensonge et ensuite de cette vie dans laquelle il va être prisonnier. Je trouve que c'est vraiment un bon film celui-là. La fille au bracelet de Stéphane de Moustier,
qui est le frère de Anaïs de Moustier, qui joue d'ailleurs dans le film, avec un beau contre-emploi, qui est un thriller très intéressant sur une jeune fille de 18 ans qui est accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et voilà, c'est de savoir si elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas fait, et c'est un film de procès en fait. Et il est très bon, il est prenant, il est captivant, la réal est vraiment très chouette, c'est pas un truc de dingue, c'est assez simple, mais je sais pas, il y a un truc où ça marche quoi, et c'est un bon thriller, et si vous aimez les films de procès, La fille au bracelet, c'est vraiment très chouette. Alors, le prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui est adapté d'une pièce de théâtre, et c'est très chouette. Moi, j'aime pas le théâtre filmé, je trouve que c'est vite chiant et que le théâtre c'est fait pour rester au théâtre et le cinéma pour rester au cinéma. Et celui-là, je sais pas, il y a un truc très dynamique dedans. L'histoire est drôle, c'est fin et ça aborde en fait plein de thèmes différents. Le casting est génial et Valérie Benguigui a un pétage de câble à un moment qui est mémorable. Pour un film qui fait un peu théâtre filmé et qui est en plus adapté d'une pièce de théâtre, c'est quand même prenant et c'est vraiment pas mal. C'est un film de Jalil Lesper et c'est un très très beau film, vraiment bouleversant. C'est un père de famille qui est joué par Benoît Magimel, où sa femme qui est jouée par Audrey Tautou part soudainement du jour au lendemain sans plus donner de nouvelles, et il se retrouve du coup avec ses 2 jeunes enfants tout en essayant de refaire sa vie et de comprendre pourquoi sa femme est partie et tout. Et la fin est une grosse surprise parce qu'on sait le pourquoi du comment Audrey Tautou est partie, et ça rend le film encore plus bouleversant et incroyable. Et je crois que pour moi c'est un de ses moins connus. J'ai pas souvent entendu parler de celui-là, alors que vraiment il est à voir, il est formidable. Ça c'est mon premier court-métrage. Que dire, il est disponible sur YouTube pour tous ceux qui veulent le voir. Voilà, c'était une expérience vraiment intéressante qui m'a permis de me lancer dans la réal. Il y a plein d'erreurs bien évidemment parce que c'est un premier film quand même. Et depuis j'en ai fait 8 et j'en prépare d'autres et des longs et plein d'autres projets. Voilà, premier court-métrage qui a sa place sur l'étagère de Teddy et ça fait plaisir, ça. C'est touchant. Les 7 autres sont en attente d'arriver sur étagère. Les 7 autres ne sont pas encore édités en DVD. Là, c'est du culte de chez culte. Moi, je l'ai revu et revu. Comme Le Père Noël est une ordure. Et c'est tellement drôle. Enfin, je sais même pas ce que je pourrais dire de novateur, entre guillemets, dessus. Parce que juste, c'est culte, c'est drôle. Enfin, voilà, ça fait du bien. Et c'est pareil que Le Père Noël est une ordure ou d'autres films comme ça. C'est des films, je sais pas, qui font du bien. Moi, j'ai grandi avec celui-là et... Voilà, les répliques et tout, c'est drôle quoi. Et la nouvelle vague, ça t'intéresse? Ça dépend lesquels, mais assez peu. Je n'aime pas Godard, je trouve que ça s'écoute parler. Truffaut aussi, c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus de la nouvelle vague. Et après, j'ai pas tous les noms de la nouvelle vague. Chabrol, ouais. Par contre, Chabrol, moi j'adore. J'ai vu La Cérémonie, qui est absolument formidable. J'ai pas le DVD sous les mains, donc je vais en parler comme ça. C'est avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner et Jacqueline Bisset. Et Bonner et Huppert jouent 2 femmes un peu pauvres, et Bonner se fait embaucher dans la maison de Jacqueline Bisset et son mari et leurs enfants pour, je sais plus, faire le ménage, la cuisine, etc. Et c'est un thriller qui critique d'une manière hyper acide les riches, mais c'est hyper intéressant, le film est glaçant, la fin est ouf, et il est très très bon, Chabrol. Et il y a L'Enfer aussi, avec Emmanuel Béard et François Cluzet. C'est un thriller assez paranoïaque, et c'est très très bon, L'Enfer aussi. La vie scolaire, oh oui. C'est le 2e film du duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir, après Patient qui est juste ici, Patient qui était bien. Et moi voilà, j'étais assistante d'éducation dans 3 établissements différents. Et ça, ça résume parfaitement tout ce qu'on vit à la vie scolaire. C'est drôle, c'est profond, hyper pertinent dans ce que ça raconte. Il y a des répliques où j'étais là, mais des élèves me l'ont sorti, des excuses et tout, et c'est un très chouette film. Moi j'ai commencé par Un homme idéal. C'est un écrivain en panne d'inspiration qui tombe sur un script. Personne vient le réclamer. On revient sur les secrets, le mensonge et tout. Il va tomber en fait dans ce mensonge en s'appropriant le manuscrit de l'homme à qui il l'a volé. Il y a un truc très paranoïaque et tout, et une personnage de Pierre Ninet qui s'enferme dans ses secrets. Il ment à tout le monde, à sa femme, à sa belle famille et tout. Et il est vraiment pas mal. Et Pierre Ninet est très bon dedans avec
avec Anna Girardot. Ah, Hugo Gélin. Mon préféré, moi, c'est celui-là. C'est Demain, tout commence. C'est très joli et il y a un beau twist à la fin. Et c'est vraiment très tendre et il est beau. Et Omar Sy est très chouette dedans. Et Clémence Poésie aussi est très, très bonne. Deuxième film du réalisateur Fabien Gorgiard, qui est sur Mélanie Thierry et Elias Salem, qui joue un couple qui est famille d'accueil pour cet enfant-là. Et c'est très beau. C'est déchirant, c'est sincère. La mise en scène est super jolie. Et Mélanie Thierry et Elias Salem sont absolument formidables. Et le petit est très beau. Et c'est vraiment un très beau film qui a pas marché beaucoup au ciné. Et c'est vraiment dommage parce qu'il mérite vraiment d'être vu celui-là. Simon Werner a disparu, c'est le premier film du réalisateur Fabrice Gobert qui a fait la série, une très bonne série de Canal+ qui s'appelle Les Revenants. Et Simon Werner a disparu, ça montre vraiment déjà tout le style de ce réal. C'est sur Anna Girardot qui enquête sur une disparition de Simon Werner justement. Et c'est construit en fait en plusieurs chapitres et plusieurs points de vue. Donc il y a le point de vue d'Anna Girardot, il y a le point de vue de Simon Werner, il y a le point de vue de je sais plus qui, je crois qu'il y en a 3. Et toutes les histoires se rejoignent pour qu'on comprenne, c'est comme un puzzle, pour qu'on comprenne en fait ce qui s'est passé, comment il a disparu et qu'est-ce qui est arrivé à Simon Werner. Et ça c'est un film assez méconnu comme je crois la série Les Revenants. Il a fait une autre série aussi avec Marina Hens qui s'appelle Mytho, où la première saison était vraiment pas mal et la deuxième j'étais personnellement assez déçue. Mais celui-là, il est pour moi pas assez connu et il est vraiment très chouette. C'est un premier film avec de la gueule et peut-être qu'il a un peu mal vieilli, mais qui mérite vraiment à être connu. Et Anna Girardot est très bien dedans. Alors c'est le premier film que j'ai vu moi de Louis Garrel en tant que réal. Et effectivement, c'est vraiment une comédie déjantée. C'est drôle. Il y a une très belle scène aussi avec Noémie Merlan et Louis Garrel dans un routier. Et ça passe dans plein de stades d'émotion. Ça commence par un truc très drôle et puis ça finit par un truc un petit peu plus dramatique. Et j'aime bien, je trouve qu'il a vraiment bien dosé le côté plus sérieux et le côté plus drôle du film. Et ça a eu plusieurs Césars, je crois. Et il est vraiment à voir, c'est vraiment très drôle. En plus, il dure pas longtemps. Alors, Les Trois Mousquetaires de Martin Mourboulon. Bon, ça c'est D'Artagnan, donc c'est le premier, qui est très chouette. Les deux volets sont vraiment très chouettes avec Eva Green qui est absolument formidable. Enfin bon, tout le casting est formidable. La photo est très jolie, la musique est complètement ouf. Et c'est vraiment un très bon film. Et moi, je suis très contente qu'il y ait un retour des gros films comme ça. Et on a parlé du Comte de Monte Cristo tout à l'heure. Et ouais, il est vraiment formidable aussi. L'Arbre de Julie Bertuccelli, qui est un film très méconnu, que je suis tombée complètement par hasard en parcourant la filmographie de Charlotte Gainsbourg, qui est un très beau film. Charlotte Gainsbourg joue une mère de famille qui vient de perdre son mari, et en fait sa fille croit que son mari s'est réincarné dans un arbre. Ça peut paraître complètement bizarre comme ça, et en fait c'est vraiment un film sur la vie, sur comment faire son deuil, et c'est vraiment très beau. Charlotte Gainsbourg crève vraiment l'écran dedans. Et il mérite vraiment beaucoup plus d'être connu celui-là parce que c'est vraiment poétique. Je sais pas, je trouve qu'il est d'une sincérité et d'une originalité assez chouette. Et donc voilà, L'Arbre de Julie Bertuccelli. Coupé, où les 30 premières minutes, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc, et après on comprend, et c'est très drôle. Pour tous ceux qui sont réalisateurs ou qui bossent dans le cinéma, je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Plus généralement les réalisateurs et réalisatrices, et ça parle très bien des galères de tournage qu'on peut avoir sur nos films, et c'est déjanté, c'est dément, et franchement je pense que c'est un de ses meilleurs films. Ah bah on peut parler de Jeanne Herry. Il y a celui-ci qui est... ça m'a déchiré le cœur ce film. C'est bouleversant d'humanité et c'est super beau, c'est sur la justice restaurative et c'est brillant dans son écriture. Le casting est incroyable. Je crois que Adèle Exarchopoulos c'est un de ses meilleurs rôles tellement elle est ouf dedans. Et voilà, c'est des portraits de personnes qui ont vécu des choses et qui font appel à la justice restaurative pour soit faire face à leur agresseur, soit faire face à d'autres personnes qui ont volé ou qui ont braqué des gens pour pouvoir se reconstruire. Et il est incroyable ce film-là. Alors, moi j'ai vu Le Talentueux Monsieur Ripley, qui est le remake américain avec Matt Damon et Jude Law du coup de celui-ci. Et moi j'ai préféré Le Talentueux Monsieur Ripley à Plein Soleil. Alors, Alain Delon est génial dedans, c'est vraiment bien, mais le problème que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des grosses coupes et que parfois j'étais complètement paumée dans l'histoire de me dire attends, on est où, on est dans quelle ville, parce que ça se passe en Italie. Et c'est Alain Delon qui va se faire passer pour Tom Ripley, qu'il est chargé de ramener à San Francisco auprès de son père. La fin de celui-là est pas mal, moins ambiguë que du coup Le Talentueux Monsieur Ripley. Et je trouve que c'était beaucoup mieux amené dans Le Talentueux Monsieur Ripley, cette montée en tension en fait entre les deux hommes
qui va pousser l'un d'eux au meurtre. Que là, dans Plein Soleil, ça arrive un peu trop rapidement. Et pareil, il y a des coupes assez barbares. Et j'ai eu plus de réponses avec le remake américain. Mais voilà, ça reste un bon film et Alain Delon est d'un charisme impressionnant dedans. Ah, Xavier Legrand. Il a fait ce deuxième film qui se passe au Québec et c'est glaçant. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. L'histoire est absolument effrayante. C'est un fils qui ne vit plus au Québec depuis des années. Et les designers, son père meurt et du coup il faut qu'il revienne au Québec régler les dernières affaires. Sauf qu'il va découvrir un énorme truc sur son père et tout le film parle sur ça, de comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ça. Il y a donc ce premier twist où il découvre et il y a un autre twist vers la fin du film. Et la fin pareil est juste complètement dingue. Et ouais, il est vraiment glaçant le successeur dans son histoire, il est... Oh la vache. Alors, c'est le troisième film, celui-ci. Et je trouve qu'il a trouvé son apogée avec vraiment celui-ci qui est très chabrolien et hitchcockien. Avec Laure Calamy qui est complètement timbré dedans. Et c'est très bien, c'est vraiment bien réalisé. L'histoire est assez cool. Et il y a des moments où vraiment ça scotche au siège. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre de Claude Miller avec un trio de comédiens absolument dingues, où Michel Serrault est dans un contre-emploi de malade. Voilà, c'est avec Lino Ventura et Romy Schneider qui joue la femme de Serrault. C'est un huis clos sur, en fait, Michel Serrault est accusé de meurtre et de viol sur une petite fille. Et Lino Ventura mène l'enquête et il essaye de le faire craquer. Et c'est toute la conversation en huis clos dans le commissariat. C'est vraiment un très bon film. La fin est complètement dingue. Romy Schneider est incroyable, la mise en scène est très réussie, il dure pas longtemps mais il est hyper percutant. Et ouais, Michel Serrault, le contre-emploi de zinzin quoi, et pas de zaza. Et évidemment, il faut qu'on parle de ce film-là, qui est beaucoup trop méconnu, qui n'a pas marché à sa sortie. C'est un premier film du réalisateur Léo Carman, c'est très référencé Spielberg, c'est très beau, c'est impressionnant de maîtrise pour un premier film. C'est sur Benjamin Voisin qui a la possibilité de se faire passer pour d'autres personnes en fait, il peut se transformer en fait en n'importe qui. C'est de la science-fiction, c'est une histoire d'amour, c'est un drame, c'est un thriller, ça parle de plein de choses et c'est un premier film hyper maîtrisé et moi je le vends à tous ceux qui me demandent des conseils sur un film. Celui-là, La dernière vie de Simon, regardez-le, louez-le, soutenez ce genre de premier film, c'est hyper important parce que vraiment faut faire connaître ce genre de petits bijoux et petites pépites. Alors... Mélanie Laurent. Mon préféré, moi, c'est celui-ci, Respire. C'est adapté d'un bouquin, je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est sur l'âge à l'adolescence et sur les pervers narcissiques. Et c'est hyper pertinent sur l'adolescence, tout ce que ça comprend. Il est ouf. Faut le voir, c'est vraiment une claque et la fin est impressionnante. Et Joséphine Japy et Lou Delage sont absolument merveilleuses et c'est très bien réalisé. Et ça, c'est son premier film américain qu'elle a fait, qui est un polar, pareil, adapté d'un roman de Nick Pizzolatto avec Ben Foster et Elle Fanning. Et c'est vachement bien, c'est nerveux et on retrouve quand même la patte de Mélanie Laurent là-dedans et dans l'humanité qu'elle met dans ses personnages. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette réalisatrice parce qu'elle met une humanité dans ses personnages. Ça peut être les pires connards de l'univers. Il y a un petit truc, une petite part d'humanité qui est hyper intéressante dans ses films et elle s'entoure toujours de chefs opérateurs absolument incroyables enfin voilà, elle s'entoure d'équipes en tout cas qui font vivre son film et son scénario et en parfaite symbiose et voilà. Régis Roinsard, Les Traducteurs, qui est un thriller avec des traducteurs qui doivent traduire un bouquin dans un sous-sol parce que le bouquin c'est un best-seller et donc c'est hyper secret, il faut qu'il bouge pas du sous-sol pour pas qu'il y ait de fuite. Il y a une fuite qui apparaît et ça se transforme voilà pas en pugilat mais presque de qui a fait quoi, comment et tout. Et c'est super bien, c'est un très bon thriller. Et puis adapté d'un bouquin aussi, c'est En attendant Bojangles, qui est absolument formidable avec Virginie Efira et Romain Duris qui crèvent l'écran. Et c'est très beau, c'est pas hyper facile, c'est bouleversant. Les choses de la vie, c'est un super beau film avec Romy Schneider et Michel Piccoli qui jouent un couple et un jour Michel Piccoli a un accident et c'est voilà, ça parle de leur histoire d'amour et c'est super beau, la musique est absolument magnifique. Le scénar est très très chouette, il y a l'accident qu'a Piccoli au début du film qui est découpé dans le montage pendant tout le long du film qui est impressionnant pour l'époque. Et ouais, Les choses de la vie de Claude Sautet, c'est vraiment un film à voir, c'est super beau. Ben Affleck, alors moi il y en a mon préféré c'est The Town.
Crown, qui est un film de braquage où voilà, Ben Affleck joue un braqueur avec Jeremy Renner et il rencontre un jour Rebecca Hall pendant un de ses braquages. Ils la prennent en otage et en fait il va tomber amoureux d'elle. Sauf que elle ne sait pas que c'est un des braqueurs et qu'elle essaye de se remettre de tout ça. Et c'est très chouette, la réal est très bonne, le casting est vraiment cool. Et voilà, c'est un très bon film de braquage qui mérite largement le coup d'œil. Il y a, que tu n'as pas ici, il y a Gun Baby Gun aussi, qui est très bien. Et puis, d'après une histoire vraie, il y a Argo, qui est hyper intéressant. En gros, il y a la révolution iranienne et du coup, ils prennent en otage l'ambassade américaine. Et c'est sur la libération des otages qui sont restés prisonniers à l'ambassade. C'est un montage entre l'Iran, ce qui se passe à l'ambassade américaine et les États-Unis, comment on peut les faire sortir et comment ils ont dû ruser pour pas se faire cramer aux États-Unis pour faire sortir les leurs d'Iran. Et Argo, très bon film qui tient vachement bien en haleine. Big Fish, que moi j'aime beaucoup. Moi je trouve très beau. C'est très poétique. Bon, c'est très Burton quoi. Un chouette film très beau sur les rêves, sur le fait que certaines choses qu'on ne peut pas voir, sur séparer le réel de l'imaginaire et tout. Ça parle de vraiment plein de thèmes différents. Les Incorruptibles, qui est sur la traque en fait d'Al Capone par un mec du FBI, Elliot Ness, qui est joué par Kevin Costner. Et c'est excellent. La mise en scène est complètement dingue. Il y a une scène de tension dans une gare qui est hyper connue et il est très très bon, Les Incorruptibles. Mystic River de Clint Eastwood, qui est un chef-d'œuvre absolu. Si vous voulez faire un polar, moi je reviens toujours à Mystic River. J'ai lu le bouquin après, qui est tout aussi glaçant. Le casting est ouf, la photo est ouf, tout est ouf, l'histoire est absolument géniale. Il y a une scène où Sean Penn arrive parce que du coup sa fille disparaît et ils ont trouvé un corps et du coup il est là, il hurle, il y a tous les flics à côté de lui. Enfin, c'est une scène d'une puissance incroyable. Et ouais, Mystic River, chef-d'œuvre absolu. Et puis cette fin. Peter Berg, très bon thriller qui revient sur des flics et le FBI qui vont chercher les terroristes qui sont fait sauter pendant le marathon de Boston, je crois en 2013 ou 2011. Et c'est une track hyper haletante, hyper intéressante. Ça parle aussi bien de comment on laisse passer certains terroristes alors qu'en fait ils sont littéralement sous le bout de notre nez et qu'il y a un gros red flag, mais c'est pas grave, machin, où il y a trop de trucs à faire, enfin voilà quoi. Et du coup très intéressant. Deepwater qui revient sur le scandale et l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon détenue par le groupe BP, qui savait très bien qu'il y avait des problèmes en fait au niveau de cette plateforme, qu'il y avait plein de manquements à la sécurité et qui quand même ont laissé faire et qui du coup ça a été un scandale écologique, économique et ça a fait aussi des morts. Donc du coup voilà un gros scandale qui tâche bien dans tous les sens du terme et le film est vraiment très chouette et rend un bel hommage à ceux qui sont morts pour du fric en fait parce que BP voulait pas investir. Scott Cooper, Les Brasiers de la colère, qui est son deuxième film avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck, qui est un thriller sur les mines et Christian Bale se retrouve à devoir sauver son frère qui est joué par Casey Affleck, qui est endetté, qui se retrouve mêlé à des affaires un petit peu louches et c'est un très bon thriller, très intéressant et très bien réalisé, très froid et vraiment bon. Direction France, on a les très beaux The Place Beyond the Pines. C'est divisé en 3 parties avec le point de vue de Ryan Gosling, le point de vue de Bradley Cooper et le dernier point de vue c'est avec les fils de Ryan Gosling et Bradley Cooper qui se rencontrent à un moment donné de leur vie. Et c'est hyper intéressant, il est hyper prenant, le casting est dingue, Ryan Gosling est absolument formidable dedans. Et voilà, ça parle de plein de choses, de l'héritage qu'on reçoit sans vraiment le vouloir, qu'est-ce qu'on en fait. Et The Place Beyond the Pines, c'est vraiment très chouette. Un jour de Lone Scherfig, qui est une espèce de comédie romantique dramatique sur Anna Hathaway et Jim Sturgess qui essayent de se mettre en couple je ne sais combien de fois. Il va se passer des trucs et ils grandissent et quand il y en a un qui est prêt, l'autre est pas prête et inversement, etc. Et c'est d'une tendresse infinie, c'est super beau et l'alchimie entre Hathaway et Sturgess est folle et c'est un très beau film et vraiment sortez les mouchoirs parce que c'est... Night Call avec Jake Gyllenhaal qui revient sur les mecs qui font des reportages à sensation et tout pour vendre ça aux chaînes télé. Gyllenhaal est absolument formidable dedans et c'est
très belle critique aussi, bien acide et bien acerbe de voilà, ces reporters à sensation et des chaînes qui leur achètent ça. En gros, vous voyez un accident de voiture, avant d'appeler les secours, vous allez d'abord filmer pour avoir les meilleures images et tout. C'est un personnage qui est absolument horrible et pourtant on s'attache à lui, et ça je trouve ça absolument génial parce que le mec c'est un connard fini quoi. L'étrange histoire de Benjamin Button, celui-là il est vraiment très beau, avec Brad Pitt et Cate Blanchett, sur Brad Pitt qui joue un homme qui est vieilli mais à l'envers, donc il part d'un vieil homme et il finit bébé, et c'est son histoire d'amour avec Cate Blanchett, et c'est un très beau film, très tendre et très touchant, que je trouve vraiment formidable. Gone Girl aussi, qui est excellent, avec une ambiguïté folle, autant chez le personnage de Ben Affleck que chez Rosamund Pike, et qui est hyper intéressant, qui parle plein de thèmes du mariage, de ce qu'on fait croire à l'autre, de quelle masque on met et quelle personnalité on prend quand on est avec quelqu'un d'autre. Il est très surprenant et parfaitement dans la veine de ce que Fincher fait. Gone Girl, très bon film aussi. Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Ça, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut avoir vu. C'est 12 jurés qui doivent décider si un homme, du coup, est coupable ou pas. Et en fait, au début, il y a 11 jurés qui le déclarent coupable. Il y en a un, qui est joué par Henry Fonda, qui le déclare non coupable. Comme il faut que ça soit à l'unanimité pour prononcer le verdict, tout le film va se baser sur comment Henry Fonda va devoir convaincre le reste des 11 jurés de le déclarer possiblement non coupable. Est-ce qu'ils ont bien regardé toutes les preuves? Est-ce qu'on ne revoit pas ça? Et c'est impressionnant de maîtrise, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, le casting est super. C'est un huis clos qu'on ne voit pas passer et c'est un bijou d'écriture. Vraiment, si vous cherchez à être scénariste ou même réal, c'est vers ce genre de film-là qu'il faut se tourner parce que c'est une masterclass à lui tout seul. Assez peu connu qui s'appelle Piège mortel, c'est pareil, c'est un huis clos avec Christopher Reeve et Michael Caine. Il y a plein de twists, de retournements de situation, c'est très bon. C'est un écrivain joué par Christopher Reeves qui a pas du tout de succès, et il va voir Michael Caine, je ne sais plus pour quelle raison, je me demande si Michael Caine n'est pas écrivain aussi. On en revient encore une fois à jusqu'où les personnages peuvent aller pour avoir ce qu'ils veulent en fait. Et il est hyper intéressant et encore une fois trop méconnu. Identity, qui est un très chouette film. C'est 10 personnes donc, qui se retrouvent dans un motel pour différentes raisons. Il y en a qui tombent en panne, il y en a un autre qui a eu un accident avec sa femme. Et toutes les communications sont coupées parce qu'il y a un violent orage, les routes sont inondées donc ils peuvent aller nulle part. Et ils se retrouvent dans ce motel et un à un ils vont commencer à mourir. Et voilà, c'est un très bon film. Et il y a un twist de fin qui est absolument formidable. Shutter Island, impressionnant. J'aime beaucoup le twist de fin. J'aime beaucoup le fait que la fin soit hyper ouverte et hyper sujette à différentes interprétations. Et voilà, c'est un thriller psychologique hyper bien fait. On sait jamais ce qui est le vrai du faux, du psychologique, de la réalité. Enfin, c'est vraiment hyper bien. Le Loup de Wall Street, qui est une folie furieuse, qui revient sur l'ascension et la chute de Jordan Belfort, qui en voulait toujours plus d'argent. C'est dingue, c'est un film qui est à la hauteur de son personnage, enfin du mec même, complètement démesuré, déconnecté de la réalité. Enfin, c'est puissant, c'est génial. Et je trouve que c'est un des meilleurs films de Scorsese, et faire ce genre de film à cet âge-là, respect. Et on va parler de ce chef-d'œuvre absolu qui parle de tellement de choses, de la vie, de la mort, du deuil, du fait de grandir, de la guerre, tout ça à travers les yeux de Forrest Gump, qui est joué par Tom Hanks. C'est un film qui me bouleverse toujours autant, qui vit toujours aussi bien, dont le propos est toujours aussi pertinent dans tellement de choses. Et voilà, Forrest Gump, c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. The Hours, et c'est en fait 3 portraits de femmes à des âges différents de leur vie, et c'est vraiment bouleversant, c'est beau. Ed Harris dedans qui est dans un contre-emploi formidable, et la musique est vraiment super belle. C'est vraiment un très très beau film, The Hours. Inglourious Basterds. D'ailleurs, la pochette est absolument formidable. Voilà, c'est un film de guerre qui revient sur Brad Pitt qui va traquer des nazis. C'est un très chouette film. C'est à la Tarantino, c'est décalé, c'est violent, c'est drôle. Il y a des très belles scènes. Enfin voilà, il y a un excellent casting là aussi. Et juste ici, on a un film très méconnu de John S. Baird avec James McAvoy qui joue littéralement une ordure. Et c'est très drôle et en même temps sombre dans son sujet. C'est hyper intéressant et c'est vraiment pas mal et ça mérite le coup d'œil et c'est trop méconnu. On a la trilogie Batman, c'est un polar sombre, violent, avec un Batman qui est face à des choix hyper cruciaux, hyper importants. Je le trouve très humain d'ailleurs dans ce film Batman, et c'est vachement intéressant sur le développement de son personnage.
Donc voilà, The Dark Knight, pour moi le meilleur de la trilogie, avec un méchant qui... Enfin voilà, on ne connaît pas ses intentions, on sait jamais ce qu'il veut et ça le rend encore plus dangereux et encore plus intéressant, et pour moi c'est un des meilleurs méchants dans un film, et voilà, c'est un très bon film celui-là. On a la super belle affiche en grand derrière. Alors moi, pour la petite histoire, Inception c'est un de mes films préférés. C'est un film absolument formidable sur les rêves, sur le deuil, sur l'amour, sur la famille, sur plein de choses. C'est hyper intéressant, c'est assez complexe, mais si vous avez vu Tenet, en fait c'est une balade de santé, Inception. Et enfin je sais pas, j'adore ce film, j'adore tout ce qu'il a fabriqué, comment il a compris le sens des rêves. Je trouve le propos hyper pertinent, c'est beau, c'est magnifique, la musique est folle, les effets spéciaux sont vraiment super. Il y a peut-être des trucs qui ont un peu mal vieilli, mais c'est un chef-d'œuvre pour moi, Inception. Alors, Joe Wright, Reviens-moi, un très joli film aussi, une histoire d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très beau, ça parle aussi des secrets et de quelque chose qui se passe entre Knightley et McAvoy à cause de Saoirse Ronan, qui ment pour un truc, et ça va bouleverser en fait complètement la vie de McAvoy qui va partir à la guerre, et de Keira Knightley qui l'attend. Et voilà, c'est un très joli film de Joe Wright. Il y en a un qui est très bien, qui est un remake d'un film français qui s'appelle Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff. Et j'ai préféré le remake de Guy Ritchie, où c'est plus exploré au niveau de l'histoire. C'est plus sombre. C'est vraiment bien, c'est vraiment un polaire sombre. Là, il n'y a pas d'humour, c'est pas le Guy Ritchie habituel avec un thriller déjanté et tout. Là, c'est une histoire de vengeance, et Jason Statham qui vient pour venger son fils qu'on a tué. Et là, ça va péter des gueules à tout va. Et attention à qui se retrouve sur son chemin. Et Un homme en colère, ouais, vraiment très bien celui-là par contre. Ridley Scott. Le dernier duel, qui a pas du tout marché au ciné, et c'est vraiment dommage, qui est construit en plusieurs points de vue. Le point de vue de Matt Damon qui joue le mari de Jodie Comer et Adam Driver. Bon, en fait c'est sur Jodie Comer accuse Adam Driver de l'avoir violée, et chacun du coup amène son point de vue sur voilà Jodie Comer comment elle vit ça, le personnage de Matt Damon comment il vit ça, et Adam Driver pareil. Et c'est voilà sur fond de vengeance, et également de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Si tu as violé ma femme, ou que t'as fait ci ou que t'as fait ça, je demande un combat en duel. Et donc voilà, le dernier duel vraiment très chouette. Juste la fin du monde avec Gaspard Ulliel, qui est d'une puissance folle. Enfin, tous les acteurs sont quand même d'une puissance folle dans ce film. La photo est magnifique. Et on en revient voilà, au thème que j'aime et que je chéris, c'est-à-dire la famille. Voilà, Gaspard Ulliel y revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Et tout le long du film, ça va être est-ce qu'il va réussir à leur dire qui s'en va, quoi, mais qui s'en va pour toujours. Et ça fait remonter tout un tas de trucs sur cette sœur qui est jouée par Léa Seydoux, qu'il a peu connue, sur cette belle-sœur qui est jouée par Marion Cotillard, qui connaît peu aussi, sur son frère joué par Vincent Cassel, avec qui ils se comprennent pas, ils s'entendent pas, la mère un petit peu déconnectée de la réalité, merveilleusement bien jouée par Nathalie Baye qui est formidable dedans. Tout est beau dans ce film, c'est puissant, je le trouve beau, je le trouve tendre. Et puis bien évidemment Mommy, qui fait partie aussi des meilleurs films de Xavier Dolan, qui est super beau, sur cette relation entre Anne Dorval et son fils interprété par Antoine-Olivier Pinon, qui est juste un superbe film avec pareil, c'est fou ce qu'il a fait à la caméra, au montage. Il y a une très bonne bande son aussi, il y a toujours des très bonnes bandes son chez Dolan. Et ouais, Mommy, vraiment un super film. Titanic, forcément hein, c'est culte, c'est beau, c'est une très belle histoire d'amour contrarié. Enfin, ce qu'il a fait au niveau des décors, James Cameron, c'est ouf pour l'époque. Moi il me rend dingue au niveau de certains trucs. Je me dis mais comment ils ont pété le bateau, comment ils ont fait pour la maquette, où est-ce qu'ils ont tourné, c'est dingue, c'est brillant, je trouve c'est brillant Titanic. Si vous avez pas vu la pièce de théâtre, le film ça vous fera sûrement comme moi, c'est met une énorme claque. C'est un des meilleurs twists que j'ai vu, c'est fou, c'est incroyable comme film, c'est parfois d'une dureté assez dingue, mais il est d'une puissance folle, le casting est impressionnant, et vraiment c'est un très 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 bon et très grand film. Voilà, on a Prisoners, qui est un thriller sur Hugh Jackman qui est à la recherche de l'homme qui aurait pu enlever sa gamine et la gamine d'un de ses amis, et Jake Gyllenhaal joue un des flics, et Hugh Jackman crève l'écran là-dedans. C'est un labyrinthe mental, la fin est hyper ouverte et absolument géniale. Et voilà, un très très bon film qui est Prisoners. The Impossible de Juan Antonio Bayona, qui revient sur une famille qui s'est retrouvée séparée suite au tsunami
Famille de 2004. C'est vraiment une très belle histoire, c'est très bien fait, très bien réalisé. Naomi Watts, Ewan McGregor, le jeune Tom Holland sont vraiment absolument bouleversants. Et c'est vraiment à découvrir, The Impossible. Juan Antonio Bayona, je trouvais un des réalisateurs qui arrive à faire des histoires aussi fortes, de sortir, je sais pas, quelque chose une vérité ou quelque chose d'assez puissant, un peu comme Villeneuve peut le faire par exemple. Et c'est un très bon réalisateur, je trouve. Rodrigo Sorogoyen, qui a fait Madré, qui est un chouette film sur une mère, son enfant disparaît du jour au lendemain. Elle prend son fils pour quelqu'un d'autre et ça va toute l'histoire va porter sur ça, sur est-ce que c'est bien son fils, est-ce que c'est pas lui, etc. Et voilà, il y a un côté un peu paranoïaque, il est très bien. Il y a un plan séquence au début où Marta Nieto, elle passe par toutes les émotions possibles. Et il est ouf ce plan séquence. Et Madré, ouais, c'est très bien. On a par ici Oriol Polo qui a fait, c'est le premier film que j'ai vu de lui, c'est L'Accusé. C'est un très très bon thriller espagnol, très méconnu. En fait, faut vraiment pas s'y aux apparences. C'est hyper intéressant sur cet homme-là joué par Mario Casas, qui est accusé du meurtre d'une femme et voilà, son avocate va essayer de le tirer de l'affaire et tout. Et en fait, on va se rendre compte de toute l'histoire de est-ce que vraiment il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Et ça balade complètement pendant tout le film et il y a plein de twists. C'est génial. Quand on croit que c'est fini, en fait, il y en a d'autres. C'est très chouette. Alors, il faut qu'on parle absolument de ce film. Alabama Monroe, qui est... franchement, je pense qu'on peut le qualifier de chef-d'œuvre parce que tout est fou dans ce film, tout est impressionnant. Le casting, tout, et surtout, ça parle tellement bien de la vie, de la mort aussi, du deuil. Ça aborde aussi pas mal la musique, ça aborde l'amour, ça aborde plein de choses, plein de thèmes différents, et c'est une histoire assez triste, mais en même temps, c'est un peu comme la série Six Feet Under, c'est une série qui parle de la mort, mais en même temps qui parle super bien de la vie. Et ben c'est pareil, c'est un film qui parle aussi bien de la vie que de la mort, que du deuil, que de la famille, que de plein de choses. Et c'est d'une beauté, je dirais même c'est une beauté cruelle en fait, c'est fou, il est fou ce film, c'est un bijou, c'est une claque. Et j'adorerais le revoir pour la première fois pour me reprendre la claque. La fin est magnifique, c'est bouleversant, c'est... La chasse, qui du coup parle de Mads Mikkelsen qui est accusé d'avoir touché une fille et ça se répercute dans toute la communauté. Et en gros, on sait s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. C'est sur le regard de l'autre, le jugement et la fin, les toutes dernières secondes sont absolument formidables. Et la chasse, c'est vraiment très bon. Ça, c'est incroyable. C'est assez méconnu en plus, c'est l'histoire de soldats allemands qui étaient ados ou qui avaient même pas 20 ans pour la plupart et qui sont retrouvés à déminer en fait au Danemark toutes les bombes allemandes. Et tout ce qu'ils voulaient c'était rentrer chez leurs parents, quoi. Ils avaient rien demandé à personne, ils se sont fait enrôler dans l'armée et voilà. Et c'est bouleversant ça aussi, c'est très bon. Il y a la trilogie d'Alejandro González Iñárritu avec Amour chienne, 21 grammes et Babel. 21 grammes, c'est formidable. C'est des portraits en fait de personnes qui sont reliées par un fil rouge. Je me souviens plus exactement comment ils sont reliés, mais il est très très bon, le casting est ouf. Sean Penn est génial. Il y a Charlotte Gainsbourg aussi dedans, qui est très très bonne. Et Babel, c'est voilà, pareil, c'est le même principe, plein d'histoires. Brad Pitt et Cate Blanchett qui sont au Maroc et leurs enfants qui sont gardés par leur nounou qui va à un mariage au Mexique et il se passe plein de trucs et tout. Et c'est des très bons films. Amour chienne était moins bien. C'est le seul qu'il a fait au Mexique, mais ouais, 21 grammes et Babel, c'est des très bons films qu'il faut voir. Enfin voilà, c'est ouf. Les intrigues se rejoignent parfaitement bien et voilà, c'est des films chorales très très bons d'Iñárritu. Buffy contre les vampires. Mais moi, c'est une série que j'affectionne énormément parce que c'est la première série que j'ai découverte grâce à ma sœur. Et je l'ai revue il y a pas longtemps. Et je trouve que le propos est toujours aussi pertinent, ça parle toujours aussi bien de l'adolescence, de l'amitié, des premiers amours, des difficultés, du passage à l'âge adulte, du deuil, de plein de choses. Ça explore énormément de thèmes. Et je trouve que c'est d'une pertinence assez folle, même plus de 20 ans après. Et puis bon, Sarah Michelle Gellar est absolument formidable. Alors oui, il y a des trucs qui ont mal vieilli, les effets spéciaux en 3D et tout sont assez dégueulasses parfois. Mais si on passe outre ça, le casting est vraiment chouette et voilà, faut vraiment y aller pour le scénario et le propos parce que je trouve que c'était plutôt avant-gardiste. Buffy contre les vampires, une série que je conseille vivement à tout le monde.